Alors, rebonjour à tous. Alors, nous avons commencé cette séance intitulée « Les communautés contre la République ». Et je suis sûre que les organisateurs se sont trompés et qu'ils auraient dû mettre la République contre les communautés. Non ? En tout cas, la question est lancée. Et puis aussi, nous n'allons pas respecter les consignes de Marie-Hélène Baquet, qui vient de nous dire qu'il faut mettre de côté le débat entre la France et les États-Unis, ou les approches anglo-saxonnes. Moi, j'aimerais au contraire qu'on plonge là-dedans. Et nous avons en fait 3 conférenciers, en fait 4, qui, chacun à leur manière, sont extrêmement bien placés pour, au fond, dresser un portrait du contexte global, sociétal entre guillemets, et 3 contextes qui se répondent tout à fait de façon formidable, puisque il s'agit de la France, l'Angleterre et le Québec. Alors, dans ces 3 cas, on va le voir, les contextes sont des contextes en crise d'une certaine façon, avec des questions très très fortes, mais aussi des changements substantiels. Alors, je crois qu'au fond, cette séance va nous permettre de mettre la table donc, sur ces contextes globaux et va nous permettre par la suite, dans les séances subséquentes, de plonger sur des questions plus précises, des contextes un petit peu plus locaux. Alors, bien sûr, la tâche qui est confiée aux conférenciers est absolument cruelle, puisque faire une présentation sur le contexte global en 20 minutes, c'est toujours extrêmement difficile, mais on les a choisis aussi parce que ce sont des gens efficaces et qui ont un grand sens du respect de la présidence et qui donc ne vont certainement pas oser dépasser les 20 minutes qui leur sont imparties. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous les présenter rapidement tous les 3. Donc, si vous le voulez bien, on commencera par ma gauche. C'est toujours mieux de commencer par la gauche d'ailleurs. On commencera par Didier Lapeyronie, qui est professeur de sociologie à l'Université de la Sorbonne Paris 4 et membre du CADIS. Didier Lapeyronie a l'habitude des coups de poing, alors je crois qu'on va être servi. Ensuite, si vous voulez bien, on va passer avec Mike Racco, à ma droite, qui est géographe anglais, ou peut-être avec un soupçon d'italien, et qui détient la chaire à la Bartlett School of Planning en Angleterre, et qui va sans doute nous livrer un avant-goût de son dernier ouvrage sur les privatisations et la question du New Localism. Ensuite, nous donnerons la parole à Frédéric Leisman, qui est mon collègue à l'INRS à Montréal. Alors, Frédéric est sociologue et est un des éminents chercheurs sur les politiques sociales, notamment au Québec. Je signale aussi, mais il nous en parlera tout à l'heure, que c'est un ex-directeur d'une revue qui s'est jadis appelée la Revue internationale d'action communautaire. Donc, on est tout à fait dans le sujet. Et puis après, j'aurai le plaisir de passer la parole à ma collègue Juliane Boudreau, qui va discuter les interventions, avant bien sûr de vous passer la parole à vous tous. Et on a déjà vu ce matin que vous avez beaucoup envie d'intervenir, donc je crois que j'aurai pas grand-chose à faire, si ce n'est tenir le temps. Donc, sans plus tarder, Didier, à toi la parole. Merci. Donc, je vais essayer de répondre là, aux questions qui ont été posées. Comme sociologue et comme sociologue en particulier de ce qu'on appelle aujourd'hui, après moult fluctuations du vocabulaire, j'y reviendrai, les quartiers populaires en France. Alors, je dois tout de suite préciser que je suis très sceptique sur le terme de communauté, notamment du point de vue sociologique, parce que
la capacité du terme à décrire la réalité sociale m'a semblé toujours très faible, et il me semble que le terme introduit plus de confusion que de clarté, disons, dans la compréhension qu'on peut avoir d'un certain nombre de réalités sociales, même si il a fasciné les sociologues. C'est un terme qu'ils ont beaucoup utilisé, avec toujours l'idée, au fond, que la communauté, c'est ce qu'on aurait perdu, ou ce qui a été perdu, ou c'était, disons, c'était ce qu'il y avait avant, et c'était quand même mieux avant, comme chacun sait. Et d'ailleurs, la perte de la communauté, c'est devenu même un des leitmotifs principaux de l'analyse sociologique jusqu'à aujourd'hui, même si on sait très bien que ça relève plus de notre nostalgie, ou de notre réalité sociale contemporaine, de quelque chose qui aurait été perdu parce que les anthropologues ou les historiens, depuis longtemps, et on peut penser dans la vieille polémique entre Redfield et Oscar Lewis, par exemple, nous ont montré que la communauté que nous rêvons n'a jamais véritablement existé. Donc, de tous ces points de vue, c'est assez difficile, me semble-t-il, d'utiliser le terme comme sociologue, comme politique certainement. Comme sociologue, c'est toujours un peu compliqué. La deuxième chose que je voudrais dire, qui va tout à fait à l'encontre de ce que je viens de dire, c'est évidemment que je trouve aussi paradoxal de s'interroger sur la réalité des communautés dans une situation aujourd'hui où, après 40 ans de politique néolibérale, au fond, la place a été nettoyée sur le plan de la vie sociale, et notamment dans les quartiers populaires, et ce qui pouvait rester de communauté a souvent été détruit, et on s'interroge, et moi le premier d'ailleurs, sur notre capacité à reconstruire de la communauté, alors reconstruire du lien social, ou reconstruire de la solidarité, ou refabriquer des luttes sociales, ce qui sera plutôt mon point de vue, dans une situation où, disons, l'aboutissement de ces politiques a été finalement de détruire tout ce qui pouvait rester d'acteurs. Donc il me semble que l'interrogation qu'on devrait avoir, c'est pas tellement la communauté, mais de savoir comment aujourd'hui on ne refait pas du lien social de la société et de la communauté, mais comment on peut, par des politiques sociales, par de l'action politique, refabriquer des acteurs sociaux, refabriquer des luttes sociales, ou à travers des luttes sociales, refabriquer des acteurs. Et il me semble que c'est une question qui se pose aujourd'hui un peu partout. Alors, je finis ces deux préalables qui ont déjà empiété considérablement mon temps. Et puis, j'en viens à ce qui m'a été demandé sur la situation française. Et je voudrais le faire à partir, disons, de mon propre travail sociologique, qui est un travail, disons, d'enquête dans les milieux populaires, ou dans les quartiers populaires depuis une trentaine d'années. Je pense qu'effectivement, il y a deux particularités, si on peut aborder les choses de ce point de vue-là. Il y a une particularité française, qui est, disons, la construction d'un modèle d'intégration nationale, d'un modèle d'intégration sociale et nationale. C'est à peu près la même chose, qui repose sur une très forte polarisation. Ce qui fait la France, d'une certaine façon, ou sa culture politique et sociale, c'est de l'extrême polarisation des choses, disons pour faire vite, entre le monde rationnel, qui est le monde de la société, le monde de l'intégration, et le monde de l'irrationnel, de la tradition, qui est aussi celui des communautés. Et la France est un pays, au fond, où on a extrême, et ça se voit beaucoup dans son modèle éducatif, notamment la façon dont les enseignants professent, moi le premier, la distance qu'ils mettent, disons, avec les enfants, est un pays où on a énormément polarisé les choses, mais d'abord entre les hommes et les femmes. Les femmes, c'est la communauté, les hommes, c'est la société, les femmes, c'est l'irrationalité, l'émotivité, la tradition, l'appartenance, les hommes, c'est l'action publique, c'est l'émancipation et ainsi de suite, mais aussi entre les migrants et les non-migrants, entre les colonisés et le colonisateur, entre les enfants et les adultes, puis pendant longtemps aussi entre les patrons et les ouvriers. Les ouvriers étaient considérés comme des gens particuliers, communautaires, qui ne comprenaient pas les bienfaits universels, disons, du développement économique et de l'industrialisation. Donc on a reposé sur cette polarisation extrême, plus forte qu'ailleurs probablement, avec cette idée que l'intégration sociale supposait un accès à la rationalité,
et que pour devenir un citoyen, il fallait devenir un individu intégré socialement, c'est toute la thèse de Durkheim d'ailleurs, c'est-à-dire intérioriser cette rationalité. Et d'ailleurs, Durkheim pensait que les femmes ne pourraient jamais le faire. Il pensait d'ailleurs que les colonisés ou les populations ne pourraient jamais le faire à cause de leur biologie ou à cause de leur retard intrinsèque. Mais enfin, ça passait, disons, par cet accès à la rationalité qui permettait une forme d'intégration sociale et qui devait permettre, me semble-t-il, après l'entrée dans la nationalité et l'entrée d'individus émancipés qui seraient de vrais citoyens. D'où le fait aussi que dans cette situation française, et quand on parle de communauté, il faut bien le comprendre aussi comme ça, on parle des femmes, on parle des migrants, et on a une image qu'il faut avoir, une image très coloniale ou très post-coloniale, pour employer ces termes, du fonctionnement d'un modèle qui est un modèle national, au fond, un modèle national et un modèle social qui produit à la fois de l'intégration, ça c'est vrai, et au fond, mais qui a produit énormément de marginalisation et qui a marginalisé un grand nombre de catégories. Les femmes, encore une fois, les premières, qui ont été exclues du droit de vote, je vous le rappelle, et de l'accès aux politiques, et qui le sont toujours en grande partie. Les migrants, qui le sont toujours, les colonisés ou les ex-colonisés, les enfants, par exemple, c'est la difficulté des enfants pour faire entendre l'idée même du droit des enfants, en tant qu'être non rationnel, ils n'ont pas le droit. Et par exemple, toute la violence faite aux enfants dans notre société est un problème qui ne monte jamais ou qui n'apparaît jamais sur l'agenda politique. Et je pense que c'est ça la caractéristique française, qui va bien au-delà d'une certaine façon de la question communautaire, mais qu'on ne comprend pas cette question communautaire indépendamment, disons, de son association à d'autres catégories qui ont été des catégories marginalisées ou infériorisées. Et d'abord, me semble-t-il, cette double catégorie que sont les femmes d'une part, les colonisés ou les anciens colonisés ou d'autre part, et le mélange des deux d'ailleurs, c'est ce qu'on a, et le mélange de la marginalisation de ces deux catégories, c'est évidemment ça qui définit, me semble-t-il aujourd'hui, les catégories, les quartiers populaires, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers populaires. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut saisir. Et donc, quand on s'interroge sur les communautés dans ce monde-là, je pense qu'on s'interroge sur la façon dont, au fond, le problème a été construit idéologiquement, institutionnellement, politiquement, défini en ces termes, avec une extraordinaire, disons, marginalisation et invalidation de toute forme d'action et de toute forme de parole, finalement, des populations qui appartiennent, disons, à ces univers, avec cette idée qui est la contrepartie, qu'il fallait bien évidemment les intégrer socialement et travailler à leur intégration sociale pour leur permettre de s'émanciper et donc de pouvoir accéder à l'univers politique. Mais tout ce qu'ils pouvaient dire, tout ce qu'ils pouvaient manifester jusque-là était évidemment tenu et est toujours tenu comme nul et non avenu, puisque ce ne sont pas, au fond, des gens qui sont comment dire, qui sont des acteurs et qui sont reconnus comme tels. Et donc, je crois que c'est ça, quand on parle des quartiers populaires en France, et de cette question des communautés dans les quartiers populaires, il faut avoir cette idée-là, parce qu'au fond, ces quartiers ne se résument pas à la question sociale, même si aujourd'hui elle les percute très, très fortement. Ils ne se résument pas non plus à la question stricte, disons, de l'immigration, d'intégration des immigrés. Ils sont d'abord une forme de construction politique, de manifestation de l'envers d'une certaine façon de ce fonctionnement et de ce modèle, et ils sont renvoyés à la communauté ou à du communautarisme parce qu'ils sont l'envers de ce modèle, disons, ce processus de marginalisation et de construction marginale, disons, par la politique. Alors, ceci, disons, et me semble être, dans la situation qui est la nôtre, le fond disons, de la particularité française. J'ajoute, c'est ça que je voudrais ajouter, évidemment que si mon explication est claire, on voit bien que la communauté et le quartier populaire sont des formes de construction politique, et donc que les solutions, et ça a été dit
par Marie-Hélène Baquet, là-dessus je suis tout à fait d'accord avec elle, suppose probablement de donner des formes de priorité, non pas à la communauté, mais à la construction politique de liens sociaux ou d'intégration, c'est-à-dire à la construction politique d'une forme de communauté, si on veut garder le terme. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose sur laquelle il faut insister, c'est que, au fond, ce modèle, si on prend l'histoire du siècle dernier, ce modèle n'a pas réussi à détruire les communautés, en ce sens, entendez, les restes de liens sociaux. Mais 40 ans de politique néolibérale ont fini par éradiquer les choses. Ça, c'est de manière absolument claire. Et donc, on se retrouve dans cette situation assez paradoxale d'avoir affaire à des populations qui sont, d'une certaine manière, assignées à une forme d'identité négative, qui sont confinées physiquement par des pratiques qui sont des pratiques institutionnelles, des pratiques de racisme et de ségrégation par ailleurs, mais qui ont été aussi en grande partie détruites par la crise sociale et puis par les politiques néolibérales, et qui font l'objet, disons, de ce travail en permanence d'objectivation par l'État. Alors on peut l'observer de bien des façons, et il y a bien des dimensions. Je voudrais insister sur 3 très rapidement, je ne serai pas plus long que ça. D'abord, vous faire observer dans la situation française l'importance, quand on parle de ce monde-là, alors on dit aujourd'hui les quartiers populaires, c'est quand même assez rigolo parce que ça ne veut rien dire. Évidemment, personne ne sait exactement, c'est comme communauté, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais on a eu tout un vocabulaire qui a évolué en permanence, qui est souvent un vocabulaire de définition. Et l'exemple que donnait Marie-Hélène sur la façon dont, au fond, les dominants sont propriétaires des définitions tout de même, et non pas les dominés. Et c'est eux qui imposent, disons, leur perception des choses. Et finalement, on a eu, depuis 30 ans, toute une forme de construction et de succession politique, disons, du vocabulaire pour désigner ces populations, souvent sous le terme de quartier, d'ailleurs, qui invisibilise complètement la population, parce qu'on ne sait plus comment la désigner, ou on ne sait pas comment la désigner, sauf sous des termes négatifs. Deuxième chose, vous remarquerez aussi que, et c'est même intériorisé par cette population, que dans cette évolution du vocabulaire, le vocabulaire utilisé par les praticiens, mais par les sociologues, et même par les gens du quartier pour se décrire et s'auto-décrire, ou pour décrire la population qui les entoure, est un vocabulaire non politique, c'est un vocabulaire familial. C'est assez spectaculaire, je trouve, dans cette façon de faire. C'est-à-dire, les gens se définissent comme les jeunes, les vieux, les familles, les pères, les mères, et ainsi de suite. Si vous allez dans le 5e arrondissement de Paris, que vous décrivez une scène de rue, je vous prie de croire que les gens n'utiliseront pas l'idée qu'il y a des pères qui sont descendus dans la rue pour séparer des jeunes. C'est pas du tout ce genre de vocabulaire qu'on utilise. Au contraire, ici, on a une assignation à quelque chose qui est particulier, familial, et à des identités qui sont des formes d'identification familiale. Cette construction, elle se fait aussi à travers tout un ensemble de choses, disons, qui sont des émotions qui sont des émotions collectives. Je vais prendre une autre émotion, on parle beaucoup, une émotion toute simple de la peur, par exemple, mais la peur que les gens éprouvent vis-à-vis de ces quartiers ou de ces populations est évidemment une émotion politique, en ce sens que quand vous avez peur de quelqu'un, c'est pas quelque chose que vous éprouvez, c'est quelque chose que vous manifestez à son égard, vous lui manifestez qu'il n'appartient pas à votre espace de confiance, donc il n'appartient pas à votre communauté. On peut utiliser ici le terme, donc vous ne pouvez pas lui faire confiance. Et le fait d'avoir peur augmente pour celui dont vous avez peur, évidemment, tous les coûts de la transaction sociale, puisqu'il doit gagner systématiquement une confiance qu'on ne lui accorde pas. Alors que si vous êtes du bon côté, vous avez a priori cette confiance, et ce sentiment-là fabrique la ségrégation, fabrique la discrimination, fabrique la mise à l'écart, et fabrique la construction politique, disons, de cette population. Deuxième type de dimension qu'on peut observer, c'est évidemment les ruptures institutionnelles très fortes. Et je suis très frappé aussi par ça dans la situation présente, c'est-à-dire l'éloignement
de cette population ou de ces populations des fonctionnements institutionnels qui ne sont pas simplement parce que ces fonctionnements institutionnels les mettent à l'écart comme ça, mais parce que ces fonctionnements institutionnels les assignent souvent à des catégories qui sont des catégories d'infériorisation. Par exemple, je fais ça très vite, par exemple, on fait aujourd'hui beaucoup d'éducation à la parentalité, parce que tout le monde sait qu'évidemment, les pauvres ne savent pas éduquer leurs enfants, et donc il faut leur apprendre à éduquer leurs enfants. Mais évidemment, c'est perçu par la population comme une forme d'invalidation de ses propres capacités, de sa propre façon de faire, et évidemment comme une forme de marginalisation supplémentaire. Ça se perçoit aussi, ça s'est perçu récemment dans les rapports avec l'institution scolaire, et je suis très frappé du fait que dans ces quartiers-là, beaucoup de familles retirent les enfants de l'école parce qu'elles n'ont plus confiance, disons, dans le système scolaire, parce qu'elles ont le sentiment que le système scolaire va les éduquer d'une manière qui est une manière de les inférioriser eux ou de les marginaliser eux en tant que parents. Et donc, méfiance, distance et perte de légitimité politique de ces institutions auprès de cette population. Troisième et dernier élément, et je m'en tiendrai là parmi les exemples que je voudrais donner, c'est évidemment une autre particularité française, c'est que ce monde populaire, des quartiers populaires, a aussi une caractéristique politique très forte. C'est un monde émeutier. Et on est à Vaux-en-Velin, et on peut quand même rappeler cette chose-là. La France est pratiquement, à ma connaissance, le seul pays où vous n'avez pas un trimestre, une année, où vous ayez des émeutes dans les quartiers populaires. Plus ou moins fortes, plus ou moins de grande ampleur. Il y en a eu la semaine dernière, il y en a eu de grande ampleur à Amiens il y a 2 ans, mais il y en a eu à Vaux-en-Velin, et ainsi de suite. Et vous pouvez faire toute la carte de France de cette façon-là. Or, c'est tout à fait frappant de voir à quel point ce processus émeutier, et le processus émeutier, c'est toujours la même chose, l'émeute, c'est toujours le produit de communautés qui n'accèdent pas au système politique, qui sont hors du système politique, ou qui sont hors de la représentation politique, ou qui sont invalidés, disons, comme acteurs politiques. Vous observerez que ce processus, je vais très vite, il est extrêmement ritualisé. C'est toujours la même chose, avec un contrôle assez grand des deux côtés de la violence, même si la justice, disons, réprime de façon très forte. Il est ritualisé au sens où vous pouvez prévoir toutes les séquences de l'émeute, du début jusqu'aux discours qui seront tenus par les ministres à la fin. Et vous pouvez prévoir aussi que les réactions générales seront toujours des réactions de dépolitisation, d'invalidation du message politique qui peut être évidemment porté par l'émeute. Et quand vous interrogez les émeutiers, d'ailleurs, ils ont toujours une forme de message politique, mais ce message politique ne peut pas être entendu puisqu'on a affaire à une catégorie qui se trouve hors de cet univers ou hors de notre univers politique. C'est un peu comme si les Français sont des gens très curieux, c'est comme s'ils considéraient que la prise de la Bastille, c'est de la violence urbaine. Et donc, comme si on disait, au fond, tout ça n'est jamais que de la violence urbaine, n'a pas de sens, ce ne sont pas des acteurs, et quand ils pourront être intégrés, à ce moment-là, on pourra parler avec eux. Alors, pourquoi je dis ça? C'était pour souligner qu'au fond, je ne vois pas dans ce monde des quartiers populaires, pour garder ce terme qui n'est certainement pas le bon, mais j'en ai pas d'autres, de manifestations communautaires. Par contre, il me semble que si on devait avoir une réflexion sur la communauté ou la reconstruction de la communauté, elle supposerait 2 choses, et je me suis plutôt engagé dans ce sens-là. C'est-à-dire que la question que nous devons nous poser, c'est pas comment on fabrique de l'intégration sociale. Si j'ai été clair, et j'ai essayé d'être très clair et très caricatural à souhait là-dessus, fabriquer de l'intégration sociale, c'est continuer de fabriquer de la marginalisation, c'est continuer de fabriquer de l'exclusion, c'est continuer de fabriquer de l'infériorisation d'un certain nombre de catégories. Donc notre question aujourd'hui, me semble-t-il, c'est de savoir comment on fabrique ou pas des acteurs et quels sont les moyens que nous avons de fabriquer des acteurs. Et c'est dans ce sens-là, me semble-t-il, qu'il faut introduire la notion de communauté. La notion de communauté comme fondement ou comme base ou comme vecteur, disons, de la fabrication d'un acteur. Il me semble, si
je peux observer un certain nombre de choses aujourd'hui, que cette fabrication de l'acteur, elle passe par l'engagement ou la fabrication ou l'intervention à travers des luttes sociales, ou l'émergence d'une façon ou d'une autre, disons, de lutte sociale. Et c'est à l'occasion de ces formes de lutte sociale que peut apparaître une forme ou une autre de sentiment communautaire, au sens d'un nous partagé et d'une capacité, puisque c'est ça la communauté, et d'une capacité collective qui permet de prendre, disons, une possession ou de prendre le contrôle collectif et individuel de sa propre existence, puisque c'est quand même bien ça qui est l'enjeu, disons, pour ces populations. Donc, je ne vois pas de danger communautaire, je ne vois pas, pour résumer, je ne vois pas de république contre la communauté, puisqu'il n'y en a plus. La question que je pose, c'est de savoir comment on reconstruit, non pas de la communauté au sens du lien social ou de l'intégration sociale, mais comment on refabrique de l'action politique à travers des luttes sociales qui peuvent, disons, faire émerger des formes ou une autre, disons, de communauté, appelons ça une communauté civile, qui me semble aujourd'hui indispensable pour essayer de sortir, disons, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Merci. Merci beaucoup Didier d'avoir bien respecté le temps, c'est parfait. Ouais. C'est up to you. Yeah. Thought it would be a little bit easier to give you a presentation based on some pictures and some graphics as well. I thank you for the invitation to come and speak, and my role, I think, today is to talk about some of what is happening across the Channel, across La Manche, in England, and to look at some of the discussions around community and governance that are currently being mobilised. And what I want to do is to talk about this thing called a new localism in England. Ever since I started doing academic studies in the early 1990s, people have talked about a new localism. So this is like a new localism in the English case. It's a term that is used frequently and has come to mean many different things at different times. But it is now being used once again in England. And what I want to do here is to talk a little bit about the most recent innovation in the English planning system, which I think has real implications for some of what we just heard about in relation to the French system. Because in England, at the moment, a new set of policies is being initiated, is commencing, around what are called neighbourhood plans. In other words, a planning system which is being redesigned, redeveloped, re-coordinated to focus on neighbourhoods and to focus on community-led planning and the formation of plans at the neighbourhood level by local people, for local people. In the English context, there is a really big move towards this, and I'm going to give you a brief overview of that just in this presentation to give you a sense of what is happening. I'll also give you some reflections on what is happening currently and what I think are some of the bigger barriers or challenges to this in the English context that I think are very relevant not only to France but also to countries around the world, actually, certainly across Europe and elsewhere. Because much of this new localism in England is being underpinned by a good governance agenda. So the international communities like the United Nations and international bodies are pushing this model of decentralised localism in countries across the world. So it has a real relevance, I think, what is happening in England. I'll discuss those changes. I'll highlight some of the barriers. In particular, I will talk about the conceptions of community within this neighbourhood planning, but also some of the wider changes to the English welfare system. Privatisation, for example, and reduced welfare are having a massive impact on the ability of local people to take any kind of control over their neighbourhoods or communities. And I'll explain that a bit from some of my research. Just by the way, for example, where I live in London, the trains are run by SNCF, French company,
The bins are collected by Veolia, a French company. Skanska, an American company, even own the streetlights in the neighbourhood in which I live under privatisation models. And in that context, local people's power is being undermined systematically, I would argue, through welfare state reform. So I'll come back to that point at the end in a bit more detail. That doesn't feature anywhere in what the national governments say, which I think is a real problem. So in 2011, the British government, the English government, introduced major reforms to the English planning system, and these are very, very systematic. There is an enormous discourse underpinning this that I could talk about for hours, but I think much of it is actually a critique of the French. It's a critique of Napoleonic bureaucracy. It's a critique of republican governance. And so what you have in England is a tradition of local community action, local community thinking, of government saying it is not the responsibility of the state to do things, it is the responsibility of individuals and communities to look after themselves. And I think what we see here is an extreme version of that in what is called the Localism Act, the Act of Government in 2011. Regions in England were completely abolished. We now have no regions because regions are a French construct. Regions have no connection to how people think. The argument was used that people think locally. They think in terms of neighbourhoods. They think in terms of community. And therefore governance and planning should reflect the way that people think, and that is very local. Hence the new localism and a critique of top-down strategic governance, management and planning. So we have a shift towards what are called neighbourhood plans, where residents and businesses are able to mobilise their own plans for local planning decisions in their local areas, which is quite a big shift, a big change in how planning works in England. There's a wider delegitimisation of the state. The argument is used that planners, people like myself and others, simply cannot say what should be done in local areas. It should be local people who come up with those decisions and know what best to do. So some of what we just heard here about the French model and its problems are also true, it was argued, in England. So the English government pretty much is abolishing formal planning and the role of planners and saying you cannot plan, it is not possible. You cannot know how to plan for local people, they know best themselves. In the English context, they have started to use the term natural communities, that we as individuals think as human beings in terms of natural places, and governance and policy should reflect those natural as opposed to artificial top-down constructions of community. So a lot of interesting things here we can come back to in discussion. Not all of this is negative by any means, despite some of my critical tone. So these plans can be drawn up as long as 21 people in a neighbourhood, and they define their own neighbourhoods, and they say we are the neighbourhood. So if 21 people at least get together, they can put forward a plan. The plan goes to an official government inspector in a meeting like this, where the official government inspector looks at the plan. If the inspector thinks the plan is good, then the plan is put forward to a local referendum. That requires 50% plus of people to vote for the plan. If they do, it becomes a legally binding plan. This is really significant. It's not just rhetoric, it is really important. It becomes part of the formal planning system. These plans must have regard to wider plans, so they're not completely free-floating. And clearly an inspector looks at them and allows them or passes them to go through. The government will then give each community up to £30,000, approximately 36,000 euros, to support the implementation of the local plan. Now there's the inspector there. Does the plan meet basic conditions is what they ask. And the referendum has to be worded like this. Do you want your local council to use a neighbourhood plan for the area to help decide if planning applications are in other words, the referendum is set by government, and so if this referendum is passed, the local plan becomes law. Now, so far, I spoke to some civil servants in the government just last month. They said that 80 plus full drafts are now going ahead under consultation. 40 or more have already been submitted for public examination. Only 14 have been passed so far, but this is just the beginning. So we expect almost all neighbourhood areas, all places across the whole of England, to develop these neighbourhood plans. There is a geography to this I'll come back to in a moment. This is a slide that those civil servants gave me of some of the early changes that are happening.
So what I want to do in the last 10 minutes here, just to finish off, is to talk about the geographies of this firstly. So what is happening on the ground? Then to talk a little bit about the broader context, because there is enormous austerity governance going on in England, which is a key part of this redistribution of power, supposedly to local people. And thirdly, to talk a bit about my research on the impacts of privatisation on the politics of control. So what are the early geographies of localism emerging with these neighbourhood plans? Well, what we're seeing are urban and rural divisions. So we're seeing that in rural areas, these plans are becoming quite well taken up. There's a much, much bigger take-up of neighbourhood plans in rural communities as opposed to urban. Part of the reason for that is that there is an existing infrastructure in rural areas called parish councils, a very English construct. A parish is an area, a religious area originally, which was based around a church and the catchment area for local churches in England. And so local authorities have long had parish councils that they use in England in rural areas. Those councils have then been used now to produce neighbourhood plans. So clearly there's already an existing infrastructure. Urban communities, of course, in England are much more diverse. In London, less than half of the population of London considers itself white British, for example, which is remarkable by any standards of cosmopolitanism. In that context, it's been quite hard to mobilise local neighbourhood plans because communities are very fragmented, very diverse. There's a number of communities living in any one place. This is a very place-based approach. So what we're finding early on, this may change, but early on, is that the plans are more coherent where communities are better organised, where they possess more skills, where there are stronger traditions of organisation, where there's more connection between the spatial areas of governance and people's imaginations of place, what you might call a place-space congruence, some people call it, and where local authorities are better resourced to support this as well. So we're seeing these are the early things that are emerging. But there's a bigger context, and I want to talk about that for the last 5 or 6 minutes, just to give you a sense of this and think a little bit about broader debates over community. Because despite this attempt to give power to local people, which is the rhetoric of this, we have to also understand that the state is being utterly transformed in the English context in a way that here in France has just not been happening. There are echoes of what is happening in England here, but the English context is way, do we use the word ahead? Well, maybe. It's certainly further down the line in terms of a liberalisation and an austerity agenda. And just to get this into your mind, local government in England has taken a 33% cut in budget since 2008. Just think about the scale of those cuts to what local government, local authorities do. On top of that, their costs, of course, have been rising in all sorts of ways because austerity has meant more unemployment, more social problems to deal with, more demands. So at the same time as demands have gone up, the amounts of resource have gone down dramatically. So localism, I think, within this context, you could argue, is part of a wider neoliberal restructuring. It's about responsibilising local people to take up welfare for things that the state used to do. And this is a key part of what is happening in the English context. So it is up to individuals to be more responsible for their own social care, their own health, their own education, their own training, their own skills. This is part of that wider agenda of decentralising that responsibility, but not necessarily decentralising resources to do that. It also encourages what we're seeing happening is a stronger, what in English is called NIMBYism, which is an acronym. Maybe you've not come across, I don't know. But it literally means not in my backyard, which in other words is a type of right-wing politics which resists all type of development. If you're a NIMBYist, you are somebody who opposes development and growth. And what we're seeing under this localism is that well-organised communities, particularly in rural areas, have found this a wonderful mechanism to stop all new development, to stop, for example, new communities being constructed in rural areas, or to stop new housing, or to stop immigrants moving into an area. This is a wonderful mechanism by which those more reactionary influences within the English system can take control of local planning, and that's been one of the other issues underpinning the changes. But just to give you a sense of the cuts as well, in London, just in London alone, government grants to local authorities fell by £2.7 billion. That's about €3 billion a year in real terms, or 37% drop in per capita terms. Remarkable cuts in the English system. In cities like Liverpool and other industrial cities, the scale of cuts have been enormous, absolutely gigantic.
So we have to understand localism as a part of that restructuring of government itself and its liberalisation, its removal, if you like, from people's lives in some ways, everyday lives. So it's part of a responsibilisation agenda, as I've already said. I mean, some people would argue perhaps it's an agenda of abandonment, that in fact localism is being used to justify state withdrawal, and states are abandoning citizens to their fate, to use the words of Ulrich Beck and others about this kind of reform. Is it a form of abandonment? Maybe a discussion we could have afterwards. You could argue that it enables stronger communities to resist change. One of the most interesting things, though, about this process is that it is also a kind of anti-political agenda, in that it assumes that people living in local areas have a consensus, that they can come to a consensus, that they can write a plan, that they can all agree around what local priorities and local needs are. Where there are conflicts, real conflicts, in some parts of London there are real conflicts between different groups, this model doesn't work so well, because how do you come up with a neighbourhood plan where locally there are people who totally oppose each other? For example, my colleague at the Bartlett at UCL, Claire Colomb, has been doing some work on religious communities in North London, and some of the real tensions there about what should be done in those local areas. This model does not really enable conflict to form a part of those models. It's a really consensus-based model in a kind of Jacques Rancière kind of way, those of you that know that writing. So it might be worth thinking about that as well in discussion. The formation of these new alliances are not always progressive either. So in some parts of London there have been moves, for example, towards, for different reasons, for different genders to be treated differently in public space, and all kinds of things that go on around what local planning, local control might mean. So those things have yet to be resolved, I think. And then just finally, to turn to my own research for the last 2 or 3 minutes, there's another wider context. It's not just about austerity, but it is also about privatisation of the state itself. In my own research, I remember about 10 years ago speaking to some elderly people whose lives were transformed in an English city. I was doing some work in a place called Reading. Their lives had been transformed not by bigger changes or by pension reforms or other things, but by the fact that the local bus company, which was run by a private company, had reduced the number of services, meaning that in effect these elderly people were trapped in their own homes. They weren't able to have a social life. They weren't able to attend any social events because the last bus in the evening would come back at 6 p.m. because the private company would lose money if it ran a bus late at night. It had no intention of running a social service. It was a private company. Private companies don't do social services. They make money. That had a bigger effect on that person's life than anything else. And it just struck me that when there's all this rhetoric of community empowerment, community engagement, we often ignore the fact that the very structures on which people depend in England, and increasingly I think here in France and other places too, are becoming mass privatised. And that mass privatisation really transforms any sense of control. You have very little control over private companies and what they do once you privatise public services. And this is a structural change that's going on in a remarkable scale in England. So we're seeing a systematic erosion of the public sphere at the same time as governments talk about local control. There's a real paradox in that kind of language, or perhaps not a paradox, perhaps there's a similar logic. So what we now see is what some people have called a new contractualism dominating welfare policy in England. In other words, welfare is delivered under contract by private companies. Increasingly, for communities to control the welfare services on which they depend, whether that's transport or energy or housing, they need to understand and work with contracts, with providers, with private companies. Increasingly in London, communities are getting influenced not by going to politicians, but by going to legal frameworks, by going to the judiciary, to challenge legal frameworks around contracts and privatisation, because politicians no longer run those services. This is a huge change in how politics operates. So it puts significant limits, I would argue from my research, on local action and control, despite the rhetoric of central government. There's one other aspect as well, that many of the, even many of the governance processes in England have actually been privatised. So quite often you find private companies now do community consultation in many cities, not local authorities, but private companies, private experts, who come in and do the consultation.
private companies have realised that there are huge profits to be made out of helping local people put together neighbourhood plans, for example. If there were going to be thousands and thousands of neighbourhood plans, if you're a consultant, you can make huge amounts of money by helping communities and being paid for it. And what we're seeing is already, in the early stages of neighbourhood planning, that consultants are being involved in writing the reports, even though they're supposed to be being driven by local people. There's a big research agenda there. At the moment, I'm just mapping that process. I haven't done any detailed research on that, but it needs to be done. But just to give you a sense of that in the English context, companies like G4S Security run huge parts of the British welfare infrastructure. Companies like Serco, companies like Veolia, incredibly pronounced that properly, but French companies like Veolia, EGI, and other French companies have been fantastic at capturing welfare contracts in England. You run the French state-backed companies now run a huge part of the British infrastructure system. For example, in London, you'll find that RATP, the Parisian transport provider, runs a lot of London's buses. You see RATP on buses in London, which is extraordinary. You also see companies like Abellio, the Dutch railway company, owning huge parts of London's rail and bus infrastructure. My local train company in southeast London, which is privatised, is partly owned by SNCF. So when I pay my enormous fee to that company to use the train, it helps to support SNCF's profits, and it repatriates those and reduces fares here in France, I guess, which is probably the way these things work. But my early research has been showing that companies have emerged, like Navigus Planning, Kirkwells, Rural Solutions Limited. These kinds of private companies are emerging to take control of the neighbourhood planning process if they can, and to help local people write good projects and do a good job. And I think that's reflective of part of those much bigger trends that we're seeing. Tybalt, a big company, big consultancy company, have been helping some of the early neighbourhood plans, the communities to put those plans together. I think there's some terrifying implications of this. In Birmingham, for example, one of the biggest local authority in Europe is in Birmingham, an English city of about 1.2 million people. That city is facing huge cuts. But because there's so much privatisation in terms of what the local authority has done, we don't even know where the cuts come, because the contracts are commercial, they are sensitive, they're secret. Nobody knows what the council owns. So nobody is allowed to see what the council spends, because many of those things are through private contracts that are commercially confidential. So when it comes to cuts and local people taking control, actually even the local authority doesn't know what it's contracted out and what it's allowed to cut. I said there's a real problem with privatisation in terms of undermining control. So let me just finish off the few points then. So there are radical changes happening in England, and it's worth looking at England only because a lot of the private companies in England argue that it's a role model for others. The United Nations argue that the British model of good governance, which is what this is all about, allegedly, is a good model for others to follow around the world. They describe England as a trailblazer or a leader that others should follow. So it's important, I think, what's happening in England. And a lot of the companies who have done very well out of privatisations in England are now looking elsewhere in Europe and across the global south for new contracts and new possibilities. So there's ostensibly a new localism. There definitely is a new localism in England. Neighbourhood plans are potentially very innovative. I think there's much positive potential in what's happening. I'm not saying it's all negative by any means. But the problem is that many of these things at the moment are poorly resourced. They're built around selective imaginations of communities and neighbourhood. We might come back to the idea of whether natural communities exist, which is a very English construct. There's an anti-political agenda that assumes consensus and control, but it underestimates the powerful impacts of privatisation and austerity and the wider collapse, in some places, of the public sphere itself, which after all is what a lot of this I thought was supposed to be about controlling. So there's some big issues there to discuss. Thank you. Thank you, Mike. I gave you 3 minutes, thanks to Didier. Thank you. Gave him. Bon. Écoutez, après la présentation de Didier Lapeyronie et surtout de Mike Recco, je suis obligé de changer mon texte.
Vous l'aurez si vous voulez. Non, c'est parce que moi je travaille depuis des années sur la transformation de l'État et de l'État-providence. Évidemment, d'abord dans le contexte québécois, canadien, mais aussi en lien avec les transformations en Amérique latine. Et puis, j'ai un petit peu regardé aussi ce qui se passait en France depuis certainement une bonne trentaine d'années, parce que j'avais été impliqué dans les premiers temps de la création de la MIR en 81, où ils avaient formé un comité scientifique, etc. Donc pendant plusieurs années, j'ai suivi un peu ce qui se passait là et le lien entre la recherche et la construction des politiques. Je pense que ce que Mike Rico vient de présenter est, pour moi, m'impressionne beaucoup et extrêmement fondamental, et je pense que ça nous donne vraiment l'heure juste sur ce qui est en train de se passer au niveau international, France incluse. France incluse. Parce que vous voyez que pendant que la SNCF, la RATP ou Veolia se bat avec ses syndicats, en fait, ils sont en train d'aller faire leur fric ailleurs. Hein? C'est ça la mondialisation. Et je pense que la thématique de la communauté, du community, est totalement impliquée. On le voit extrêmement clairement dans cette dernière présentation. Et oui, je vous dirais, ça m'impressionne beaucoup. Je ne l'ai jamais compris aussi clairement. Vous savez que, il me semble qu'on peut affirmer que l'Angleterre a toujours été le pays qui a conduit les transformations de la construction des États, de l'État social, l'État-providence. Les formes, en tout cas que nous connaissons en Amérique du Nord, ont toujours été inspirées de l'Angleterre. Et ce qui se passe actuellement dans les réformes conservatrices du gouvernement Cameron, je pense qu'elles annoncent véritablement ce qui sous-tend l'idéologie fondamentale des transformations en cours des États. Et ça n'est pas... Mike a dit que ça ne fonctionnait pas toujours localement, mais moi je pense que ce qui est le plus important pour nous, c'est que ça va fonctionner idéologiquement. C'est-à-dire que le schéma qui sous-tend ces transformations, ce schéma-là est véritablement, je pense, à l'œuvre. Je pense qu'on va le retrouver, par exemple, dans la politique canadienne actuelle, qui normalement est associée aux responsabilités des diverses provinces. On le retrouve aux États-Unis très clairement en ce moment, mais jamais d'une manière aussi explicite et aussi articulée que ce qu'on vient de nous présenter. C'est pour ça que je pense qu'il faut accorder une extrême importance, un extrême intérêt à une présentation aussi claire et aussi significative. Parce que, inévitablement, je pense que la France nous apparaît de plus en plus comme le dernier village gaulois, sur le processus de la mondialisation et de la reformulation complète des concepts clés du politique, c'est-à-dire la notion de local, de gouvernement local, la notion de contractualisation, la notion de construction de consensus, consensus building, la notion finalement d'une séparation croissante entre tout ce qu'on va être tenté de faire descendre dans les niveaux locaux pour une gestion dont l'État central serait de moins en moins responsable, de manière à permettre à l'État central de véritablement fonctionner au niveau mondial. Et je pense que cet exemple de Veolia et de la RATP qui gère les transports en commun de Londres est absolument fascinant et emblématique. Ceci dit, j'avais préparé quelques éléments à deux niveaux, si vous voulez. Je voulais, à partir de cette question que les communautés contre la République, que j'avais sous-titré pour ma part, pourquoi le communautaire, et je ne parle jamais de communautarisme, c'est un terme que j'ignore, pas volontairement, mais parce qu'on ne le pratique pas en Amérique du Nord. Je l'avais sous-titré « Le communautaire, pourquoi le communautaire est-il si indigeste pour la France républicaine ?» Il y a évidemment des fondements historiques que Didier Lapeyronie a bien rappelé, déjà mis en évidence tout à l'heure. Il y a une dimension sur laquelle je voudrais quand même insister un peu plus. Pour préparer ça, j'avais lu, et je vous le signale, mais je ne veux pas en reparler parce que je présume que la plupart d'entre vous, vous connaissez ça, Dominique Schnapper, La communauté des citoyens, en 1994, qui a un chapitre en particulier, le chapitre 3, qui s'appelle « La transcendance par la citoyenneté »,
qui, je pense, présente très très bien ce clivage historique fondamental, le fameux, enfin, ce qui sépare le Channel, là, la Manche, entre l'Angleterre ou le monde anglo-saxon et le monde français républicain. Et pour en parler de manière plus contemporaine, je dirais, je me réfère à une littérature que je fréquente depuis quelques années, qui m'inspire beaucoup, ce qui est la littérature qui s'appelle décoloniale, c'est-à-dire la littérature de ces auteurs, qu'ils soient anglophones et ancrés en Inde, par exemple, ou latino, ancrés en particulier au Brésil ou au Mexique, ou africains. Et vous connaissez, je pense, l'auteur qui s'appelle Achille Mbembe, qui a écrit, je cherche mes notes, excusez-moi, qui a écrit récemment Critique de la raison nègre. Et il dit ceci, qui, je pense, éclaire le débat sur les communautés et le communautarisme. Il dit le passé colonial se prolonge aujourd'hui dans les institutions politiques de la France, dans sa culture normative, dans la normativité de sa langue. Pour nous, au Québec, on est très sensible à cet aspect-là, évidemment, dans les comportements discriminants qui font que la France continue de promouvoir une conception centrifuge de l'universel, largement décalée par rapport aux évolutions contemporaines. Et il y a un certain nombre d'auteurs, je citais donc Achille Mbembe, mais aussi Alain Mabankou, ou encore, qui probablement vous est peut-être plus proche directement, Patrick Chamoiseau ou Édouard Glissant à propos de la Martinique. Et j'indique dans mon texte que venant du Québec, mais aussi né et élevé dans la Suisse francophone. Moi, je suis originaire de Genève et je suis parti au Québec en 68, j'ai fait toute ma carrière au Québec. Mais pourquoi je le mentionne? C'est parce que je pense qu'on a une forte sensibilité à cet impérialisme politique, culturel, linguistique, même si, bien sûr, on n'est pas dans les mêmes contextes à propos de la colonisation entre la Martinique, les pays africains de l'ancienne Afrique française, ou la Suisse, on est bien d'accord. Mais il reste que cette sensibilité à une domination culturelle, idéologique est très importante. Et dans le débat qui nous rassemble, je pense que ces auteurs, je pense en particulier à Mbembe, je pense que ces auteurs apportent une contribution, parce qu'ils soulignent l'obstacle que constitue pour la France la prégnance de l'idéologie de l'universalisme républicain, qui l'empêche de penser ce qu'il appelle le cosmopolitisme. Je vais m'attarder une seconde sur ce point-là, parce que c'est ce qui sous-tend, je crois, le grand débat sur communauté, communautaire, communautarisme. Je le cite. À force de tenir pendant si longtemps le modèle républicain pour le véhicule achevé de l'inclusion et de l'émergence à l'individualité, on a fini par faire de la République une institution imaginaire et à en sous-estimer les capacités originaires de brutalité, de discrimination et d'exclusion. La scène primordiale de cette brutalité a été la plantation sous l'esclavage, puis la colonie à partir du XIXe siècle. Aujourd'hui, la plantation et la colonie se sont déplacées et ont planté leurs tentes ici même, hors les murs de la cité, en banlieue. Ce déplacement complique la définition du modèle républicain français. Il s'agit non point de l'opposition entre universalisme et communautarisme, mais entre universalisme et cosmopolitisme, l'idée d'un monde commun, d'une commune humanité, d'un avenir que l'on peut s'offrir en partage. Et il poursuit, rapidement, je continue une citation, après je m'arrêterai. La tension, elle aussi héritée de la révolution entre cosmopolitisme et universalisme, est au fondement de l'identité française. L'universalisme à la française n'a pas d'équivalent, et elle n'est pas l'équivalent du cosmopolitisme. L'universalisme à la française est centralisateur, il sert de paravent à l'idéologie du nationalisme, et dans un monde globalisé, le cosmopolitisme est réinvention et partage des différences. Bref, si ça vous intéresse, tout ça provient donc de Mbembe, Critique de la raison nègre. Pour moi, c'est très éclairant, et ça s'inscrit dans aussi une tradition et une différence que Dominique Schnapper, je pense, identifie de manière limpide, entre les traditions, disons, républicaines,
napoléonienne, on en parlait une seconde probablement, et les traditions anglo-saxonnes. Et je mentionnais la Suisse tout à l'heure parce que c'est en étant à l'extérieur que je me suis rendu compte à quel point, en fait, la Suisse, incluant sa partie francophone, est un pays germanique, est un pays anglo-saxon, et pas du tout français. Il y a un clivage, c'est juste à côté, hein, il y a un clivage absolument fondamental dans la conception du politique, dans la conception de la communauté. À Genève, il n'y a aucun problème de parler de communauté. J'ai fait des formations par là-bas, et on me rappelait que j'en avais fait à Lyon il y a une trentaine d'années, il paraît. Bon. Mais il n'y a aucun problème, il n'y a aucun obstacle idéologique. Donc on voit bien que ce sont des ensembles idéologiques qui se divisent le monde dominant, enfin jusqu'à récemment dominant, c'est-à-dire le monde du Nord, le monde de la tradition européenne avec son extension nord-américaine. Mais je crois vraiment que là, on est dans ce clivage qui permet d'éclairer ce qui est en train de se passer. Parce que dans la perspective républicaine, la communauté est politiquement dévalorisée, elle est définie comme archaïque, antimoderne, issue des sociétés traditionnelles, et aussi en République, on est à l'opposé d'une conception pluraliste de la société et du politique. Et pourtant, l'État républicain est aujourd'hui confronté, depuis déjà quelques décennies, confronté à l'irruption du fait communautaire, des manifestations et des récriminations, des émeutes, on en a parlé tout à l'heure, et qui sont toujours vécues, interprétées à travers le filtre républicain, ce qui empêche de les voir comme des lieux de ressources insoupçonnées d'intégration à la société. Dans ma présentation, j'avais une autre partie qui, là, était beaucoup plus orientée vers la question des pratiques proprement dites, puisqu'on nous a bien signalé dans l'invitation qu'un certain nombre de personnes qui sont impliquées dans des mobilisations de quartiers, de territoires, etc., feraient partie de l'audience. Alors, j'indiquais deux, trois choses qui, des fois, relèveront de l'apparente anecdote, mais je vais le faire en trois très rapides sections. D'abord, rappeler qu'une tradition nord-américaine et tout à fait anglaise des parish, des paroisses, vous savez qu'au Québec, on parle encore aujourd'hui d'une division publique du territoire en termes de paroisses. Hein. On fait partie des paroisses, ça a à peu près le même statut, mais ça ne se superpose pas toujours avec la municipalité, par exemple. Donc ce terme anglais est encore dans l'usage courant, il est presque laïcisé. Bien sûr qu'à l'origine c'était un découpage des paroisses catholiques, mais aujourd'hui c'est un terme encore, je dirais, quasi administratif, dans lequel s'enracine une fameuse tradition qu'on a appelée la grassroots democracy, c'est-à-dire vraiment la démocratie de base, dans une vision que le monde se construit de manière bottom-up, depuis en bas vers le haut, et que finalement l'État, malheureusement, vient interférer. Il faut toujours savoir que le système politique local est fondé sur cette idée historique que le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins, et celui qui est situé le plus près du peuple, le plus décentralisé et le plus faible possible. C'est encore aujourd'hui l'idéologie dominante dans le Parti républicain américain, c'est l'idéologie dominante du gouvernement fédéral conservateur canadien, actuellement Harper, c'est tout à fait l'idéologie qu'il promeut, et qui d'ailleurs vient choquer la sensibilité tout à fait unique des Québécois, puisqu'eux-mêmes travaillent sur deux traditions. Ils sont à la jonction de ces deux traditions. Alors, sur cette base-là, simplement pour faire une référence historique, la notion de travail communautaire, community development, la notion de communauté s'enracine véritablement dans cela. Et à partir des années 60, aux États-Unis, un programme initié au tout début par Kennedy et après son décès repris par Johnson, la fameuse lutte contre la pauvreté, War on Poverty, qui a été le lieu, si vous voulez, pour une nouvelle technocratie émergente de concevoir des manières d'incorporer les communautés les plus défavorisées dans le système politique, économique, libéral. Donc, c'était la fameuse thématique de l'égalité des chances.
Et l'organisation des communautés dites de base reposait sur le présupposé que ces communautés étaient désorganisées et donc il fallait les réorganiser pour leur permettre d'être acteurs, actrices de leur propre développement dans le cadre de la grande démocratie américaine. Évidemment, il y a quelque chose qu'on ne disait pas, ou qu'on disait peu, et que certains acteurs, dont Saul Alinsky, avaient évidemment contribué à, plus qu'à signaler, à mettre en évidence, c'est que ces communautés étaient des communautés racialisées, c'est-à-dire les Noirs américains, qui, on le sait bien, ne participent pas encore pleinement au grand bonheur d'être américains et au grand succès de participer dans une perspective libérale à cet essor-là. Mais ce qui est important, à mes yeux, c'est que c'était la première fois que l'État fédéral, attention, très important, c'est l'État fédéral américain qui prenait l'initiative de ces grands changements communautaires, avec une énorme résistance des États, qu'on ne sait jamais comment qualifier, locaux, tels les States, les 51 États américains, et en particulier ceux du Sud, qui résistent au pouvoir de l'État fédéral. Vous savez que Reagan a été élu sur la promesse de défaire l'État fédéral. Donc le président des États-Unis avait comme objectif de défaire la bureaucratie fédérale parce qu'elle allait à l'encontre de la liberté des États et de la liberté des citoyens à la base de la reconnaissance des États. Donc ça, je crois que c'est un élément très important. Et il y a eu un certain nombre d'intellectuels américains qui ont fait cette lecture, et ces intellectuels américains ont été, en particulier, des intellectuels conservateurs très influents. Il y en a un que j'avais rencontré dans le cadre de la préparation d'un petit bouquin que j'avais fait une trentaine d'années sur les politiques sociales aux États-Unis, sous Reagan, qui est très connu aux États-Unis, qui s'appelle Aaron Wildavsky, qui a écrit une petite phrase qui est citée partout dans tous les manuels de politique sociale américaine. Je vous la lis dans une traduction française. Et il dit, c'est à propos de l'action communautaire militante aux États-Unis. Une recette pour la violence. Promettez beaucoup, offrez peu. Amenez les gens à penser qu'ils vont améliorer considérablement leur sort, mais ne faites pas de grands changements. Essayez une variété de petits programmes ayant chacun leur intérêt particulier, mais seulement un impact marginal et un financement limité. Évitez de recourir à toute solution qui soit à la mesure des problèmes que vous cherchez à résoudre. Faites engager des étudiants radicaux de classe supérieure par des fonctionnaires de classe moyenne, afin d'utiliser des noirs de classe inférieure pour abattre les appareils politiques locaux. Déplorez alors que les gens se mettent à tout casser et critiquer les politiciens locaux de ne pas vouloir coopérer avec ceux qui cherchent à les éliminer. Faites en sorte que quelques pauvres soient impliqués dans le processus local de prise de décision, juste assez pour découvrir qu'il n'y a pas là d'enjeu, qui vaille la peine qu'on s'en occupe trop. Sentez-vous coupable pour tout ce qui est arrivé aux Noirs. Dites-leur que vous êtes vraiment surpris qu'ils ne se soient pas encore révoltés. Exprimez votre surprise et votre désapprobation quand ils suivront votre conseil. Dites-leur que vous êtes surpris que le pire ne se soit pas produit. Alternez avec un petit peu de répression. Agitez bien, frottez une allumette et partez en courant. Évidemment, c'est assez cynique, mais ça donne bien l'état d'esprit de la critique à l'égard de toute l'intervention fédérale, encore une fois, du gouvernement fédéral aux États-Unis. Cette perspective-là, je pense qu'elle a été, pas la perspective de la critique, mais l'idée d'avoir des fonds publics pour soutenir le développement des communautés marginalisées, a été très très actif au Québec. Bon, je l'ai connu de près, je l'ai pratiqué, j'étais dans les deux pieds, je l'ai enseigné, etc. Et je pense que ce qui a caractérisé, en quelques mots, ce qui a caractérisé ces initiatives, c'est qu'au départ, elle se voulait assez militante. Elle travaillait pour du changement social, toujours dans le cadre d'une société libérale, on s'entend. Donc une logique de groupe de pression, de défense d'intérêts. Mais progressivement, cet état social libéral, une forme de welfare state, si vous voulez, a incorporé l'action communautaire dans ses politiques. Très concrètement, dans la plupart des secteurs et dans le cadre de la plupart des politiques d'action sociale, que ce soit la santé, les services sociaux, l'emploi,
l'éducation, la formation des adultes, le développement territorial, des agents communautaires ont été engagés pour que des communautés puissent exprimer dans le cadre délibératif défini par l'État, donc dans le cadre technocratique, puissent faire valoir leurs besoins et par conséquent trouver des éléments, contribuer à trouver des éléments de solution. On est très proche, mais dans une phase antérieure, on n'est pas encore dans un new localism comme Mike Rego l'a dit, mais on est dans une idéologie qui s'en approche, parce que de plus en plus, on nous dit qu'il faut que ces communautés s'organisent elles-mêmes, qu'elles fassent du self-help entre elles, qu'elles fassent de l'empowerment, mais finalement que ce soit au niveau local qu'on trouve les solutions, parce que finalement l'État reconnaît qu'il ne peut pas tout faire, qu'il ne peut pas, etc., etc. Donc ça s'inscrit dans le cadre d'un processus, si vous voulez, de privatisation, non pas dans le sens où cela a été présenté, mais de privatisation, c'est-à-dire d'évolution au niveau local, au niveau communautaire, de la communauté ou des communautés, de l'exercice des responsabilités. Bien sûr, on n'est pas du tout encore dans le type de schéma qui est anglais, mais je pense que la voie est assez clairement pavée pour que peut-être on s'en aille vers cette direction-là. Un autre point sur lequel j'insistais dans ce que j'avais présenté, c'était que même si, en général, la discussion sur le communautaire que je connais, que j'ai pratiqué, concernait généralement des communautés pauvres ou, disons, plus ou moins exclues, en fait, il faut bien voir que ces initiatives-là de communautés, elles existent de la même manière parmi les riches. Hein. Elles existent... Oui, merci. Parmi les riches s'organisent. Hein. Ça s'appelle des communautés fermées, gated communities, c'est-à-dire des espaces territoriaux, en Amérique latine, comunidades cerradas, où finalement on s'enferme à l'intérieur avec un service de sécurité à l'entrée. Moi j'en ai connu, j'ai fait 2 ans à Berkeley, et ça commence, c'était à la fin des années 80, et ça commençait dans le sens suivant. Et j'ai même été pris dedans, je pourrais dire, parce que quand on avait déménagé pour 2 ans avec des enfants, les voisins sont arrivés pour nous inviter le lendemain à une réunion du Neighborhood Crime Watch, donc la surveillance du beau quartier dans lequel on habitait, avec des belles villas. Et dans cette discussion, le soir même, un membre, évidemment c'était entre blancs, la plupart c'était des profs d'université ou des fonctionnaires d'université, il y avait 1 ou 2 asiatiques, mais pas de noirs. Rapidement, une fois que les tâches avaient été définies, que lorsqu'un des habitants partait, il fallait surveiller sa maison, regarder si personne ne rôdait. Mais à faire ce travail-là, la question a été posée, mais pourquoi finalement est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'engager une entreprise privée de surveillance? Et on était à la fin des années 80. Et la phase suivante, si on a une entreprise privée de surveillance, pourquoi est-ce qu'on doit payer la police municipale? Alors la phase suivante, faisons une délégation à la municipalité de Berkeley, qui a son haut et son bas, le haut est riche, le bas est pauvre, etc., blanc, noir et tout. Et les citoyens ont organisé une délégation et ils avaient gagné de pouvoir voir la portion consacrée au service de police du budget municipal retirée pour les propriétaires des maisons riches, parce qu'ils organisaient eux-mêmes leur propre sécurité. Dernier point? Non? Je m'arrête? Parfait. Alors voilà. Merci. Alors j'espère que Frédéric ne m'en voudra pas trop, mais sinon il y aurait eu une émeute à la table. Alors, donc merci pour ces 3 présentations et je me permets d'ajouter un petit mot, c'est que quand même le Québec est un modèle très hybride et qui est en ce moment à la croisée des chemins et qui quand même regarde aussi vers la France parce que depuis que certains Québécois se sont rendus compte que parmi les communautés locales il y a beaucoup d'ethniques, eh bien, le modèle républicain à la française devient soudain séduisant. Et par ailleurs, on regarde aussi de l'autre côté pour voir un petit peu le néolocalisme, parce que le Québec est encore un État extrêmement centralisé,
où les pouvoirs locaux ont très très peu de pouvoir, et on commence à se dire que peut-être il faudrait donner aux pouvoirs locaux plus d'autonomie, plus de prérogatives, et on vient de commencer à mettre notre doigt dans la soupe au PPP, c'est-à-dire les partenariats publics-privés, qui nous ont été bien inspirés par certains voisins. Alors, je m'empresse maintenant d'accueillir notre discutante, ma collègue Juliette Boudreau, et je crois que... Juliette, je t'en prie. Voilà, d'abord, bonjour à tous. Je voulais remercier les collègues ici de l'ENTPE pour l'invitation. Ça me fait plaisir de revenir après 2 ans. J'ai passé 1 an ici il y a déjà 2 ans. Je voudrais commencer, avant de discuter les 3 présentations qu'on vient d'entendre, par 2 petites anecdotes personnelles très courtes, et j'y reviendrai à la fin de mon commentaire. Donc, je suis moi aussi d'origine québécoise. Par contre, pour mes études de maîtrise, j'avais quitté le Québec pour aller étudier à Toronto. Donc quand même pas très loin, mais je me souviens d'un cours en particulier et ça m'a frappé parce que ça continuait tout au long de mes études. Le professeur disait probablement à tous les 10 mots « community ». Alors il parlait de la community à propos de tout et de rien, et je ne comprenais absolument pas qu'est-ce qu'il entendait par ce mot community, qui est quand même pas si présent dans le vocabulaire de tous les jours au Québec. Je vais faire un saut de quelques années, sinon décennies, justement pour vous parler dans cette 2e anecdote de mon séjour ici à Lyon il y a déjà 2 ans. Donc la première journée ou même la première semaine où je suis allée mener mon fils à l'école publique française ici dans le Vieux-Lyon, j'étais très choquée au sens de choc culturel du rapport que j'avais à l'école publique française, qu'on ne connaît pas vraiment quand on vient en France et qu'on n'a pas d'enfants. C'est-à-dire, bon, c'est un rapport qu'on a aux institutions françaises via les enfants. Je ne comprenais pas comment la communication avec l'école est très restreinte comme parent, et qu'en fait j'avais l'impression, je donne mon fils à l'État français de 8h à 4h30 et je ne sais absolument pas ce qui se passe de l'autre côté du portique de l'école, et en fait en plus pour aller chercher les enfants on attend dans la rue. En fait pour moi c'était quelque chose de très surprenant. Donc pour dire en fait que effectivement ces notions de citoyenneté, de communauté, c'est des notions qui se vivent quotidiennement. Et souvent de façon beaucoup plus douloureuse que l'expérience personnelle que je viens de vous raconter, mais qui se vivent quotidiennement, qui se vivent effectivement différemment d'un monde idéologique à un autre, comme soulignait Frédéric Lesemann tout à l'heure. Donc j'en viens maintenant aux trois communications, et je reviendrai à ces 2 anecdotes vers la fin de mon commentaire. Donc on est face à 3 communications qui sont, à mon avis, assez complémentaires. Sur la Grande-Bretagne, Mike Racco nous a parlé des dangers du localisme poussé à l'extrême sur un fond de philosophie néolibérale conservatrice dans un contexte de politique d'austérité. Et peut-être, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas parler de chacune des présentations, une à la suite de l'autre, mais je vais essayer plutôt de donner mon point de vue, mon interprétation sur ce que j'en ai retenu. À mon avis, on est face, dans ces 3 présentations sur 3 contextes différents, à des logiques. Il y a 2 logiques d'action qui me semblent sous-tendre ces différents modèles de relations citoyens, communauté, État. Et qui ont peut-être des prédominances ou des prégnances différentes d'un contexte à l'autre. Donc la première logique qui me semble importante à mettre de l'avant, c'est la logique évidemment plus contractuelle. Mike Racco en a parlé un petit peu à la fin de sa présentation, mais une logique contractuelle, donc de rapport entre citoyens, communauté, État, elle peut être donc tout à fait publique, mais elle peut aussi tendre beaucoup plus vers la privatisation, en incluant évidemment des acteurs économiques
privée. Donc cette logique contractuelle, elle se base donc sur l'individualisme. Donc c'est d'un point de vue de philosophie politique, donc c'est un contrat entre l'État souverain et les individus souverains qui intègrent les normes sociales et qui s'autorégulent. Donc c'est la base de la philosophie politique contractuelle. Et Didier Lapeyronie l'a mentionné un peu sur le modèle d'intégration à la française. Hein. C'est un peu ça aussi, cette idée que le citoyen doit être rationnel. Donc c'est un contrat qui est passé entre le citoyen et l'État. Donc cette logique contractuelle, elle est basée aussi sur une question de responsabilité individuelle. On en a parlé dans plusieurs des présentations aussi. Donc une responsabilité individuelle qui s'accentue, qui se radicalise dans un contexte de néolibéralisation. Et on est donc aussi dans cette logique contractuelle, si on veut définir le rapport politique, donc on est dans un rapport politique clair, c'est-à-dire à l'intérieur de règles légales qui définissent le jeu démocratique et dans dans une conception de compétition entre des intérêts opposés. Une deuxième logique, et ça me permettra d'intégrer un peu aussi certains des commentaires qui ont été mentionnés par Didier Lapeyronie et Mike Racco sur les forces dépolitisantes en cours. Cette logique contractuelle, donc, elle peut glisser un peu vers une logique que j'appellerais plus actuarielle, c'est-à-dire une logique où on est dans un rapport technique. C'est-à-dire c'est le rapport technique entre le citoyen, la communauté et l'État qui domine et non pas le rapport politique. Donc actuariel, pourquoi? Parce qu'on est dans une logique de responsabilité systémique, c'est-à-dire que les anormalités dans cette logique actuarielle font partie intégrante du système et que la responsabilité qui peut être désignée pour l'État ou pour les communautés, la responsabilité est donc dans la prévention. Hein, donc on a des acteurs qui ne sont pas vraiment des acteurs souverains qui peuvent agir de façon politique comme mentionnait Didier Lapeyronie, mais on a des acteurs qui sont considérés comme des agrégats statistiques actuariels, c'est-à-dire qu'on calcule les risques et les risques sont attribués soit à des territoires spécifiques, les quartiers sensibles entre guillemets, ou soit à des groupes spécifiques. Donc on enlève la capacité d'action à ces acteurs qui sont considérés finalement comme étant des agrégats statistiques de risques potentiels. Donc, je reviens aux différentes présentations. Je pense que dans le cas de la présentation sur la Grande-Bretagne, mais aussi la présentation sur le Québec, on est face quand même à une critique du planning bureaucratique et centralisateur donc dans le cas du Québec plus particulièrement une montée de l'action communautaire militante, Frédéric en a parlé un petit peu, qui se transforme dans le cas du Québec avec justement certaines forces de privatisation en économie sociale, c'est-à-dire que les organismes communautaires militants dans lesquels Frédéric a été beaucoup impliqué, se sont transformés un peu en sous-traitants de l'État, mais c'est-à-dire pour offrir les services publics que l'État-providence ne fournit plus. Mais la différence avec l'Angleterre est quand même assez importante, c'est que dans le cas du Québec, l'État maintient quand même un contrôle politique assez important, surtout via le financement de ces organismes qui sont financés par l'État. Donc on n'est pas dans une logique de privatisation à l'extrême comme le présentait Mike Racco, mais on est peut-être plus dans une logique justement actuarielle, c'est-à-dire très dépolitisante quand même, c'est-à-dire l'action militante dans ces associations locales a été beaucoup dilué, disons, au Québec. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais insister, et surtout à partir de la présentation de Didier Lapeyronie, c'est sur cette question des pratiques. C'est-à-dire que malgré
malgré le fait qu'on est dans des mondes idéologiques ou dans des philosophies politiques différentes entre le monde, disons, anglo-saxon et la philosophie universaliste à la française, il y a quand même des pratiques qu'on pourrait appeler communautaires, mais je sais que Didier Lapeyronie est assez sceptique du terme communauté, mais c'est-à-dire des pratiques, la légitimité se fait par l'action finalement. Et que c'est très important de comprendre comment se constituent ces acteurs sociopolitiques dans des contextes idéologiques différents, mais peut-être que la façon dont ils se constituent est assez comparable finalement au bout du compte. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire sur la façon, comprendre comment on se construit en acteur sociopolitique. Mon travail personnel en ce moment est beaucoup avec des jeunes dans des quartiers qu'on appellerait ici des quartiers populaires, mais c'est-à-dire comment dans un contexte où il y a des forces dépolitisantes assez importantes, dans le contexte du Québec, donc où la logique actuarielle qui délégitimise complètement les façons, les modes d'agir des jeunes, comment on peut se construire finalement comme acteur politique individuel ou collectif. Et bon, est-ce que ça s'appelle fabriquer de la communauté ou est-ce que ça s'appelle fabriquer de la démocratie, hein, c'est-à-dire de fabriquer finalement de la participation à la société démocratique, on laissera ça pour le débat, mais ça me paraît particulièrement important de mettre de l'avant pour justement contrer ces grandes forces de dépolitisation qu'on voit émerger dans tous les contextes, peu importe la philosophie politique qui gère ces rapports citoyens, communauté, État. Un autre point que je voudrais soulever qui m'a particulièrement frappé dans les trois présentations, c'est la question du naturel. C'est-à-dire, Mike Racco disait il n'y a rien de naturel dans le localisme ou, je dirais même, dans l'unitarisme ou l'universalisme à la française. C'est-à-dire que ce sont des façons de voir le rapport politique qui, évidemment, se construisent socialement et au fil de l'histoire. Mais il y a, par contre, dans tous les contextes, une connotation morale très importante ancrée dans ces philosophies politiques. Et peut-être que de reconnaître cette connotation morale nous permettrait de mieux contester cet essentialisme ou ce naturalisme qui est lié à ces philosophies politiques. Je voudrais terminer en revenant aux deux anecdotes que j'ai présentées au début de mon propos, c'est-à-dire que la comparaison expérientielle de mon expérience personnelle entre le modèle canadien et le modèle français que je vous ai présenté passe évidemment par la mobilité. Et c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, je pense, quand on parle de ces rapports entre citoyens, communauté et État. C'est-à-dire, bien que moi je sois plus privilégié que plusieurs en ayant les ressources financières, sociales, culturelles pour bouger d'un contexte idéologique ou philosophique à un autre. Je suis loin d'être la seule, vous en conviendrez. Et que donc c'est très difficile, je pense, de penser ces rapports sans prendre en compte ces questions de mobilité. Je vais citer ma collègue Annick Germain qui parlait d'un passage d'un paradigme de l'immigration ou de l'immigré et accent aigu à un paradigme de la migration, c'est-à-dire de la mobilité. Et que donc, et peut-être pour revenir un peu à la littérature décoloniale dont parlait Frédéric au début de sa présentation, ça me paraît important d'intégrer cette notion dans nos débats. Voilà, donc les trois présentations nous ont quand même mis de l'avant cette question que les citoyens, les communautés, les États ne sont pas évidemment des entités stables et monolithiques, et Marie-Hélène Baquet l'a souligné aussi ce matin. Nous sommes face à des citadins, souvent
plus que des citoyens, des groupes, même des États qui se meuvent, qui se transforment. On a vu comment l'État britannique se transforme de façon assez radicale. Et donc, ces relations et acteurs en mouvance signifie qu'il importe de prendre en compte aussi la temporalité des décisions ou des arrangements, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas... oui, il y a énormément de path dependency, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire il y a quand même des inerties historiques qui font en sorte que les choses ne bougent pas si rapidement, parce qu'il y a des façons de faire, il y a des pratiques qui se reproduisent, mais quand même, ces arrangements demeurent quand même c'est-à-dire... situés dans le temps et dans l'espace et peuvent très bien changer souvent beaucoup plus rapidement qu'on le pense, comme le mentionnait Mike Racco pour la Grande-Bretagne. Je vais m'arrêter là et laisser la parole à la discussion.